Ok, donc au départ, vous avez votre sketch, et probablement que votre sketch est encore en mode trait de crayon gris sur un mannequin comme ceci. N'oubliez pas que vous avez toujours le script pour faire un mirror de l'image pour être sûr que la perspective tient le coup et qu'il n'y a pas trop de déformation. Et donc on place au-dessus le layer de contrôle de courbe où on va légèrement décaler la courbe bleue et la courbe verte. J'avais déjà montré ça dans la vidéo précédente. Et donc au-dessus, ce que j'ai placé en plus, c'est un calque rempli de blanc avec une opacité de 50%, ce qui permet d'atténuer encore un petit peu l'intensité du bleu. Alors je vous conseille de vous mettre par là parce que le projecteur de ce côté-là fonctionne pas. Donc si vous voulez bien voir quelque chose, si vous vous installez maintenant, autant aller là où vous voyez bien quelque chose. Et donc le but maintenant, eh bien ça va être de créer. Donc je mets tout ça dans un dossier sketch et dans un nouveau layer, eh bien on va prendre une brush et pour travailler de manière beaucoup plus fine, on va faire une image, donc on va faire image size, et rappelez-vous c'était 1000 par 1000 pour le sketch, on va monter à 3000 pixels sur 3000 pixels pour la mise au net, et essayez qu'à l'intérieur de cette image, votre personnage prenne la majeure partie de la hauteur. Ça sert à rien de faire un truc de 3000 sur 3000 si votre personnage est minuscule au milieu de l'image, d'accord? Alors, une fois que c'est fait, vous prenez votre pinceau. Alors, on va prendre un pinceau à bordure avec une taille de 4 pixels. Donc, pour la mise au net, on va faire un trait très fin. Alors, on enlève la modification de l'opacité par la pression et on laisse la modification de la taille par la pression. Ce qui fait qu'on a vraiment, en noir, on a vraiment quelque chose de très fin, de très précis, qui tient compte de la pression, mais qui permet de faire vraiment un trait précis. Donc on va pas faire un ancrage de type BD qui va rester, on va faire un ancrage formel pour vraiment préciser les formes, et on va même pouvoir, je vous montrerai comment le faire disparaître si vous voulez, pour avoir quelque chose de très illustratif. Donc, dans un nouveau sous-dossier qui va s'appeler line, line ou trait, eh bien je vais mettre plusieurs calques de lignes. Donc là par exemple j'ai commencé le visage, donc on va exploiter ce qu'on a ici comme construction pour faire la tronche du personnage. Alors comment... Attendez ici parce que là que je suis dessus, je vois que ça c'est un peu trop volumineux. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien on va faire des traits assez vifs qui vont préciser les formes, et quand on se trompe de trait, eh bien on fait un CTRL Z ou un CTRL ALT Z si on a besoin de faire plusieurs pardon, plusieurs essais. Et donc ces traits vifs en fait permettent d'avoir un trait assez précis
Et donc là, on va trouver des solutions au sketch. On garde le gabarit de la perspective qui est donnée par le sketch et on vient rajouter les différents détails les différents détails. Donc le principe pour faire des lignes qui sont un petit peu plus tendues, bah, c'est vous faites une ligne, un CTRL ALT Z ou CTRL Z jusqu'à ce que vous soyez content de votre ligne. Alors à certains endroits, bah, vous allez vous rendre compte que c'est l'angle de la feuille de l'image ne vous permet pas de faire la ligne de manière aisée. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser la touche R qui vous permet de rotationner, de faire une rotation sur votre objet, sur votre dessin, et donc d'arriver à des angles qui sont plus faciles à choper. Avec Shift, vous pouvez vous snapper aux angles, et vous pouvez revenir donc facilement à la vue de base. Alors ici, je vais faire la partie donc qu'on voit qui est en avant-plan. Alors dans un premier temps, je ne vais pas faire trop de détails pour vous montrer la deuxième passe qu'on fera après. Donc là, je vais vraiment m'atteler à faire tout ce qui est forme principale et contour. Et donc là, je suis sur un layer avec la tête. Et bien, pour faire ce qui se passe en dessous, donc tout ce qui est pec et muscles, etc., ben je fais un nouveau layer. Comme ça, si je dépasse de ma forme, je peux supprimer l'excédent sans altérer, on va dire, ce qui passe au-dessus. Donc ça me permet de garder un trait assez vif pour faire voilà, la mise au net, et alors d'effacer sans altérer le trait qui passe au-dessus. Les détails ici. Ok, donc ça c'est le principe, on va faire toute la mise au net avec ce principe-là. Euh, Et donc pour solutionner tout ce qui est overlap, ben, on va faire des nouveaux calques. Et ces calques-là, on peut les fusionner au fur et à mesure. Donc là, je vais continuer, par exemple, à faire la partie ici arrière. Là, je dépasse, mais ça ne me pose pas de problème. Toujours faire le CTRL ALT Z pour trouver la bonne ligne. Et donc là, je peux aussi partir sur un nouveau calque. Donc là, je vais essayer de bien respecter la perspective.
Et ici, vous pouvez aussi faire des transformations sur des portions de votre line pour établir ça. Et là, je fais un nouveau calque encore une fois pour pouvoir partir ici vers l'arrière. Et donc, comme j'ai des calques différents, bah, je peux facilement venir effacer ce qu'il y a entre eux. Et une fois que c'est bon, eh bien, je sélectionne tous les calques et je fais un clic droit pour faire un Merge Layer. Et là, j'ai la maisonnette qui apparaît au fur et à mesure. Est-ce que ça va pour la première partie? Alors d'abord un petit peu de théorie sur les plis. Quand on fait des plis, on va déterminer trois types de points. Donc là je vais faire un nouveau dossier, je vais appeler ça les plis. Et alors quel type de points on va déterminer? Les premiers, que je vais mettre en rouge, ce seront les points de pression. Avant, j'en donnais deux de points. Je donnais pardon, pression, tension. Et là maintenant, on va faire la différence entre pression, tension et compression. Alors, la pression, c'est quoi? C'est par exemple ici. Je prends un stylet, un petit truc un peu plus gros. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une sangle on a par exemple une sangle qui bloque le tissu qui vient de la jambe et qui, avec la gravité, eh bien, va être pressé à cet endroit-là par la sangle. Vous avez aussi la base du pied, par exemple, qui va arrêter le tissu de la botte. Donc ça, ce sont des points de pression. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des points de pression? Eh bien, si par exemple, ici, j'ai ma zone de pression, eh bien, les plis vont s'en éloigner en forme d'accordéon, avec des angles fermés près du point de pression, et des angles de plus en plus ouverts au fur et à mesure que je m'éloigne du point de pression. Donc on a la forme typique. Si je combine deux zigzags, la forme typique c'est le losange. Ça peut être des losanges qui sont un peu distordus, etc. Mais c'est la forme typique du tissu qui est compressé par la gravité, on va dire. Donc j'ai le point de pression. J'ai la forme de zigzag, bonjour. Avec des angles
qui sont plus aigus quand ils sont proches de la pression. Et donc ici, je vais faire le zigzag opposé, qui fait apparaître la forme typique du losange. Donc ça c'est pour les notes. Alors comment est-ce qu'on va faire apparaître ça sur le dessin? Eh bien c'est simple. Autour du point de pression, on va suivre la forme du volume simple qui compose la structure de la jambe, et on va suivre les formes en faisant un zigzag, et le zigzag peut être très serré ici à la base et va en s'élargissant au fur et à mesure où je m'éloigne. Je peux faire ça dans un sens, je peux faire ça dans l'autre sens. Pareil ici, je peux rajouter un peu de K aussi. Et donc là on a sketché les plis de la base du pantalon. On peut faire aussi les plis qui sont ici à la base de la cheville, ce sera le même genre. Il y a un peu de pression ici au niveau du poignet. De ce côté-là, ce sera en cuir, de ce côté-là, ce sera pas en cuir. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pression. Il faudra que je trouve un nouveau nom. C'est pas grave. Donc toujours bien suivre les courbes des volumes simples. Hein. Ensuite, on a les points de compression. Imaginez le bonhomme avec un t-shirt. Donc là, je vais prendre en vert. Donc deuxième chose, la compression. Et la compression, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple une ceinture avec le tissu et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a une forme de feuille qui apparaît et des lignes. D'accord? Donc quand on a la compression, on va avoir des lignes et des formes de feuilles qui apparaissent. Donc si lui avait une ceinture avec un t-shirt ou même une tunique, eh bien on pourrait imaginer toute une série de plis ici à la compression du tissu. Alors, en règle générale, j'en parlerai après, mais quand on va disposer tous ces éléments, que ce soit les accordéons ou les plis à la ceinture, etc., on va toujours faire attention à quelque chose d'assez important quand on fait des plis, c'est de conférer un chaos naturel. Et pour ça, il faut absolument éviter
éviter les répétitions. Une répétition qu'il faut absolument éviter, c'est par exemple ceci, où on a trois lignes qui sont de la même longueur, qui sont espacées de la même distance, et qui sont en plus dans le même angle. D'accord? Et c'est ce qu'il faut éviter. Éviter les répétitions de longueur, de distance, donc d'écart entre les plis, et d'angle. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus chaotique, on va dire, entre la distance entre deux plis, la longueur entre les plis, et les angles des différents plis. Ok? Donc il s'avère que dans ce cas-ci, des endroits de compression, je n'en ai pas des masses. J'en identifie pas beaucoup, donc voilà l'exemple de la jupette, on va garder ça. J'avais pas mis ça sur le bon layer, donc là je le fais, voilà. Et alors, le troisième type de points qu'on va déterminer, ce sont les points de tension. Donc ce sont des zones où le tissu est tendu. Par exemple, s'il avait un t-shirt, eh bien, on pourrait avoir cette zone tendue ici, sur le sommet de l'épaule. Ok. On pourrait avoir ici au niveau du poitrail. Et la forme qu'on va retenir pour les points de tension, c'est le soleil. Et donc à partir de ces formes-là, on va faire partir un réseau de plis, toujours en suivant. Donc ici on imagine aussi qu'il y a de la tension. Toujours en suivant les volumes simples, en respectant la règle chaotique que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc on va pouvoir sketcher les rayons de soleil autour de ces zones où le tissu est tendu. S'il avait un coude plié par exemple, ben la zone du coude ici serait tendue et on aurait un phénomène de soleil aussi autour du coude ou du genou. Ok. Alors ici, moi il n'y a que les points de pression qui m'importent. Je vais faire passer ça dans mon sketch. Donc ça devient ça fait partie de mon sketch maintenant. Les plis, je vais mettre ça plus bas, voilà. C'était juste pour vous montrer les détails. Et maintenant je vais vous montrer comment exploiter ces choses-là. Alors comment est-ce qu'on va exploiter ça? Eh bien encore une fois dans un nouveau layer.
Cette fois-ci avec le pinceau noir. D, c'est pour revenir avec les couleurs par défaut. Noir et blanc ici en couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Eh bien, je vais suivre les contours, marquer le dessus ici de certains losanges. Et vous voyez qu'en suivant ça, je peux vraiment faire des losanges qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Alors en fonction de l'épaisseur du tissu, évidemment, vous aurez des bourrelets entre guillemets un peu différents. Et ici, je vais suivre le réseau qui part ici du coin de de l'entrejambe. Et donc on exploite ce qu'on a trouvé. Alors solutionner ça en 2D. Je vais bien fermer la porte, s'il vous plaît. Ok, donc vous mettez dans l'angle le plus facile. Voilà. D'accord, et on exploite dans le line art les solutions qu'on a trouvées avec le principe des différents points de pli en fait. Bon, évidemment, il y a aussi l'expérience peut-être, l'observation, etc. qui rentre en ligne de compte. Hein, donc vous pouvez aussi prendre des références, les analyser et pratiquer beaucoup. C'est ça qui vous permettra de trouver des solutions qui sont logiques. De toute façon, le dessin, vous savez bien, il n'y a pas de secret. Hein. C'est de la pratique. C'est ça qui vous fera avancer plus que n'importe quoi. Plus que tout en fait. Et donc le trait, c'est vraiment un guide qui va vous servir pour la mise en lumière, etc. de votre bonhomme.
Alors, après avoir vu la construction des plis, donc ça c'est le genre de... les plis, je sais que ça pose quand même pas mal de problèmes au départ quand on n'a pas trop d'idée de comment ça se comporte. La deuxième chose qui peut poser des problèmes, ce sont les mains. Donc on va voir un bref rappel de ce que vous avez tous probablement déjà vu et revu en première, c'est-à-dire le croquis de main. Et donc, qu'est-ce que je vais vous proposer comme solution? Donc, toujours bien flipper votre image hein, quand vous voulez avoir un nouvel angle de vue sur votre personnage. Donc, pour les mains, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, pour simplifier les choses, ce que je vous propose, c'est de considérer la main comme une boîte pour la paume. Donc c'est la vue du dessus, hein. Et on va repartir avec des éléments très simples à mettre en perspective. Donc une boîte pour la paume, une deuxième boîte pour les doigts, et pour le pouce, eh bien, on vient rajouter ici l'élément pouce. Donc, qu'est-ce qu'on a à retenir là-dessus finalement? C'est surtout que on va avoir la main qui fait donc toute la longueur, et que si on coupe en deux, on a la moitié pour la paume et la moitié pour les doigts. Le problème, c'est qu'on sait plier les doigts. Donc ce qu'on va faire, encore une fois pour se simplifier la vie, c'est on va couper la boîte des doigts en deux. Et donc sur la hauteur des doigts, on coupe en deux avec une demi pour la première, les premières phalanges, et une moitié pour la deuxième et troisième phalange. Donc en fait là je suis à un quart de la hauteur totale et là je suis à un quart de la hauteur totale. D'accord? Et alors le pouce il arrive plus ou moins ici à la moitié de la première phalange, mais ça on verra après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va mettre ça en perspective et quand on va commencer à bouger un petit peu tout ça, eh bien on va pouvoir dessiner une boîte pour la paume. Alors la boîte je la courbe légèrement parce que comme ça je sais bien que les doigts sont disposés légèrement selon une courbe. Et faire une boîte en perspective c'est assez simple. Et après je sais que je dois faire deux boîtes, donc ça c'était la première boîte. Après je dois faire deux boîtes qui ont plus ou moins la moitié de la taille de la première. Donc je peux faire une boîte ici qui est à moitié pliée. Et là je ne verrai que le côté. Et pour la troisième boîte, eh bien en perspective, je vais avoir la troisième boîte qui se trouve ici.
Et puis le pouce, eh bien, je peux le mettre ici à l'extérieur. Alors quand je sketch ça, eh bien, par après, pour l'habillage, je vais sélectionner d'abord le doigt qui est le plus proche de moi. Et ensuite les autres doigts au fur et à mesure. Là, je vais tenir compte quand même de la longueur du doigt du milieu. Ok. Et ça va vous aider à faire une main relativement facile à placer. Et concrètement, donc pour ce personnage-ci, donc ça c'est la théorie sur les mains. Je vais créer un nouveau layer tout au-dessus. Donc qu'est-ce qu'il a? Il va tenir une hache, hein, sûrement. Donc ici, on a la boîte de la paume qui se trouve ici. On va voir les doigts qui sont pliés, donc on a la boîte de la moitié des doigts qui va venir vers nous. Et l'autre boîte qu'on va retrouver ici. Et on a le pouce qui va venir refermer ceci. Donc ça c'est le sketch pour la main fermée ici de ce côté-là. Et d'autre côté, pareil, on va avoir la boîte de la paume. On va avoir la boîte des premières phalanges, la boîte des deuxièmes et troisième phalanges. Et là, on va voir le pouce. Qui va venir simplement ici, en fait. Ok. Je fais passer ça aussi au niveau du sketch. Et là, je vais faire la mise au net. Cette main-ci est un peu trop basse. Voilà. Donc il a un gant, donc il a les plis du gant. On va avoir le pouce ici.
Donc il a des gants, donc là c'est des mains un petit peu plus... des doigts un petit peu plus épais. Un peu plus épais. Bon, ici c'est une main qui est fort moufle parce qu'il a un gros gant. On peut rajouter aussi un petit peu plus de chaos dans les doigts pour pas que tout soit strictement parallèle. Les détails sera pour après. Et de l'autre côté, donc on va imaginer qu'il tient quelque chose. Et donc on va faire le pouce qui est refermé sur l'objet. Et on va faire les doigts qui suivent la courbe ici. Celui-là est un petit peu trop épais. Et le dernier, on peut le décoller un petit peu. Et là, il y a un petit problème de placement aussi, donc là je rectifie le placement. Et puis on peut continuer donc la mise du reste. Alors pour tout ce qui est organique, ben voilà, on peut le faire à la main sans problème. Par contre, tout ce qui est un petit peu plus, tout ce qui doit être un petit peu plus précis en termes de sphères, etc., eh bien on va utiliser d'autres outils. Je vais vous montrer ça juste après. Vous voyez ici, je merge tout histoire de pouvoir m'y retrouver pour savoir où sont les différentes choses.
Encore une fois, ces lignes-là, on va les faire sans doute disparaître. Bon, peut-être que on va pas tout faire disparaître non plus parce que ça prend du temps, mais on va faire disparaître certaines lignes, donc c'est pas grave si elles ne sont pas toutes super tendues, super nickel pour le moment. Donc le but c'est bien de trouver les formes, préciser les détails, etc. Et donc toujours utiliser les, euh, les outils de transformation. Et là par exemple ce trait là que j'ai envie de dupliquer, eh bien je vais juste dupliquer le trait et effacer ce qu'il y a en trop pour faire la petite bordure. Donc trouver tous les subterfuges qui vont vous permettre de travailler plus rapidement. Donc là je vais utiliser un maximum de calque pour cette partie-là et puis après je viendrai fusionner tout ça pour... Ok, et toujours bien vérifier quand vous enlevez votre sketch si tout ça reste bien solide. Et pas avoir peur une fois que vous avez fait ça de encore une fois repositionner tout correctement, changer l'angle de vue pour voir s'il n'y a pas de choses à améliorer. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer comme outil? Alors l'outil pour faire les ellipses, eh bien c'est simple, on va prendre un outil de sélection de type ellipse. On va se placer ici avec Alt au centre de l'ellipse qu'on veut cleaner. Et on va poser avec espace, on peut bouger aussi l'emplacement de la sélection.
Voilà. Et une fois que vous avez fini, vous allez dans Edit, Stroke, et avec la même taille de pinceau, donc 3 pixels, vous remplissez de noir. Et là, donc, vous avez votre ellipse qui est parfaite. Vous pouvez aussi la sélectionner et avec CTRL-T, la replacer correctement par rapport à ce que vous souhaitez. Donc je répète, vous prenez l'outil de sélection avec Alt, vous placez au centre de l'ellipse, vous dessinez l'ellipse que vous souhaitez, et c'est Edit, Stroke, 3 pixels centrés en noir. Donc qui permet de faire facilement les ellipses bien propres. Donc je vais continuer. Donc à force de diminuer la taille ici, ben, on se retrouve avec des traits d'une épaisseur ridicule, donc il faut continuer à la main.
voilà. Alors l'outil ligne, important aussi. Donc ici vous avez un outil ligne, c'est en dessous de rectangles, etc. Vous mettez en pixels, donc ici pixels, et vous prenez aussi une ligne de 2-3 pixels en noir, vous permet de faire tout ce qui est ligne droite directement en pixels dans votre... bon, j'ai pas beaucoup de lignes droites, mais ici imaginons qu'il y ait une ligne droite, ben, donc voilà, ça fait que je vous le montre. Je vais vite terminer le dessus du personnage et je vous montrerai la suite sur le dessus du personnage. Je finirai les bottes pour une autre fois. Est-ce que vous voulez bien fermer la fenêtre un petit peu parce que ça commence à cailler en fait? Vous voulez bien fermer un peu la fenêtre là-bas? Merci.
Merci. Ok, donc je vais m'arrêter ici pour la mise au net, en tout cas pour la démo. Je ferai le reste plus tard pour le prochain cours. L'objectif donc c'est d'avoir une partie mise au net pour pouvoir faire la suite du tuto. Donc je vais faire la suite du tuto sur le buste. Alors, un petit peu de théorie, on va repartir sur des théories que vous avez apprises déjà en première sur le rendu. Donc quand vous avez fait vos classes de croquis d'après nature, hein, souvenez-vous avec votre prof en première, ben, il vous a appris à observer le rendu de la lumière, etc. Petit rappel, ici on va voir ce qui va rentrer en ligne de compte dans la composition de la lumière. Donc on part tout comme on l'a ici pour le perso, on part de la ligne, du travail de la ligne sur un fond blanc. Ok. Ensuite, on va placer un fond avec un gris
75%. Et on va faire sa palette. La palette, c'est quoi? Eh bien, c'est plusieurs teintes de gris, avec la silhouette qui va être prise. Alors, la lumière, je vais la mettre ici au-dessus. Et le blanc, il va aller ici au-dessus. Donc ça, c'est la palette totale qu'on va utiliser pour faire le shading. Donc ici, je vous propose des ombres, enfin des teintes de gris très précises pour vous aider en fait à comprendre l'information qu'on doit mettre dans les différents endroits. Donc on va partir de la silhouette en teinte de gris 70%. Et donc on va remplir le layer silhouette avec le gris 70%. Ensuite, on va calculer tout ce qui est ombre de forme. C'est-à-dire qu'à partir de l'endroit d'où on pose la lumière, et ici je vous propose de la placer à 45 degrés en hauteur et vers vous, histoire d'avoir la moitié de l'objet dans la lumière et la moitié de l'objet dans l'ombre. C'est important de faire ça, pourquoi? Parce que si vous balancez bien les ombres et les lumières, vous allez pouvoir vraiment donner une bonne idée du volume et faire un rendu du volume. Si vous mettez trop peu d'ombre, ben ça va aplatir vos chances. Finalement, ça va diminuer vos chances de le mettre en volume. Pareil si vous mettez tout dans l'ombre. Donc, une fois qu'on l'a fait, on va calculer les ombres portées. Les ombres de forme, donc c'est-à-dire que la lumière va frapper sur l'objet et va dessiner une ombre de forme par rapport à l'orientation de l'objet et sa forme. Et on va faire les ombres portées. Donc c'est-à-dire que les ombres, ce sont les ombres que les formes projettent sur les autres objets ou sur le sol dans ce cas-ci. Ensuite, je vous propose de dupliquer le layer d'ombre de forme avec un bordure et d'utiliser l'outil Smudge Tool avec une forme irrégulière, avec un shape dynamique donc les formes irrégulières. Le shape dynamique a une dizaine de pourcents et le scattering à 15%. Alors qu'est-ce que ça va permettre de faire? Eh bien regardez, avec un pinceau assez gros, ça permet de flouter les transitions assez facilement en fait. Et donc à partir d'une étude du positionnement de la lumière de type manga, où on fait des transitions nettes entre les clairs et les foncés, entre les ombres et les lumières, et bien avec cet outil-là, on va venir fondre les lumières les unes dans les autres, les ombres et les lumières les unes dans les autres. Et on fait ça aussi pour l'ombre portée. Regardez ici, c'est déjà fait. Alors, est-ce qu'il faut faire ça partout? Pas forcément. On peut laisser certains endroits plus marqués, justement, là où les ombres sont plus proches des volumes. Donc on obtient ces transitions. Je vais remettre ma palette. Ensuite, donc ça c'est toujours avec les gris, 50% pour les ombres de forme et les ombres portées. Ensuite, on va amener à l'intérieur des ombres
ce qu'on va appeler les core shadows. Ce sont les ombres les plus denses, avec du gris 35%. Et on voit que ces ombres plus denses sont à l'intérieur des zones et ne sont pas forcément sur les bords de cette zone. Donc l'erreur habituelle, et ça je vais vous demander de faire attention à ça, c'est de venir placer des ombres core shadow vraiment sur les bords chaque fois des objets. Et même si je joue le jeu et que je vais faire fusionner tout ça, eh bien on voit que ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, quand vous mettez vos ombres core shadow, décalez-les vers l'intérieur et laissez respirer les ombres pour avoir un peu de backlight. C'est ça qui va donner plus de volume. Ensuite, à l'intérieur de ces ombres, on va encore faire une dernière passe d'ombre. Ce sont les gris 20%, c'est les occlusions. C'est là où la lumière ne passe jamais. Donc on a les core shadow pour les ombres portées ici, et on a les occlusions ici qui sont des petites zones à l'intérieur des zones d'ombre, là où la lumière ne passe jamais, et ça vient vraiment foncer ces petits replis. Ensuite, on va indiquer en gris 80%, donc on va vers du plus clair maintenant, la spécularité directe et indirecte. Alors la spécularité c'est quoi? C'est un reflet de la lumière en fonction de deux choses, en fonction de l'emplacement de la personne qui regarde et de la nature de l'objet. C'est-à-dire que plus l'objet est lisse, plus ça aura l'air, plus ça va être brillant, ça aura l'air brillant, plus ce sera rough, plus la lumière spéculaire sera diffuse. Et si vous bougez la tête pour regarder un objet qui a de la spécularité, vous allez voir que la spécularité bouge. Donc ce n'est pas seulement par rapport à l'angle de la lumière que va se placer la spécularité, mais c'est aussi par rapport à l'angle du point de vue de l'observateur. Donc on va décaler la spécularité à l'intérieur de la zone de lumière vers le regard du spectateur. Et donc là, on voit deux types de spéculaires. Une spéculaire plus franche pour quelque chose qui est plus brillant, et une spéculaire plus diffuse pour quelque chose qui est plus mat. Et on voit ici que la spécularité influence aussi la lumière indirecte, c'est-à-dire celle qui rebondit sur les éléments. D'accord? Donc ça, c'est la spécularité. Attention, encore une fois, l'erreur habituelle que je vois dans ce genre de travail, eh bien, c'est de placer la spécularité sur le bord ici. D'accord? Hop. Et on a beau essayer de changer les transitions, ça ne marche pas. D'accord? Donc ça, ce sont les deux erreurs habituelles que je vois. C'est le placement des core shadow sur les bords et des spéculaires sur l'autre bord. D'accord? Donc on a bien les core shadow à l'intérieur de la zone et la spécularité à l'intérieur de la zone aussi. De la zone d'ombre pour les uns et de lumière pour les autres. Ok, je crois que c'est bon. Dernière chose qu'on va voir, eh bien, ce sont les highlights. Et ça, c'est en blanc pur. Et ça, ce sont les petits éclats de lumière qu'on va rajouter aux arêtes et à l'intérieur des zones de spéculaire pour montrer une brillance plus forte. Alors, la spécularité de la zone plate qui est au-dessus, on voit que c'est un léger dégradé.
Donc pour les zones plates, on va faire des légers dégradés à partir de l'intensité lumineuse la plus forte vers l'intensité lumineuse moins forte qui est plus loin donc de la lumière. Alors comment est-ce qu'on va appliquer ça au personnage? C'est très simple. Alors, en dessous du line, on va mettre un nouveau dossier qu'on va appeler modeling, dans lequel on va faire tout le travail d'ombre et de lumière. Donc je vous propose de travailler séparément les ombres et lumière et les couleurs, justement pour pouvoir mieux gérer les informations. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire dans le line, je suis désolé de faire ça dans le mauvais ordre. J'ai oublié de parler des moyennes fréquences. Une fois que vous avez fini le line des éléments principaux, n'oubliez pas les moyennes fréquences. Donc n'oubliez pas de rajouter les petites coutures qui vont faire en sorte que on sente que le gant, ben, c'est quelque chose qui a été fait et qui a été cousu. D'accord? Si vous oubliez ce genre de détails à la mode, ben, ça va sentir la 3D à plein nez. D'accord? Donc n'oubliez pas ce genre de petites coutures. Pareil pour la manière dont a été fabriqué le plastron. Pareil pour tout ce qui est stries des cheveux, etc. Ça va vous aider à comprendre les flows, etc. pour la mode. Donc rajoutez tout ce qui est petits boutons, toutes les griffes, les coutures, etc. Alors faut pas en mettre partout non plus, hein. Trop c'est l'ennemi du bien, mais enfin je commence à raconter n'importe quoi. On voit que c'est vendredi. Ok, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les modelings? Eh bien on va faire un nouveau layer et avec le lasso et avec le gris 70%, eh bien on va faire toute la silhouette du personnage. Alors avec le lasso, ben, ça peut être un petit peu embêtant de faire exactement ce qu'on veut. Donc je vous propose de faire le lasso plus Alt qui vous permet à la fois de faire des lignes droites et dans les endroits plus sinueux de maintenir enfoncé et de faire les parties un peu plus sinueuses. Alors passez bien à l'intérieur du trait. Le but c'est qu'il n'y ait pas de blanc entre le trait et la silhouette. Quand vous avez fini une partie, vous remplissez avec la couleur de premier plan, donc c'est Alt Delete. Et donc là on va faire la silhouette du perso. Donc le fait de pouvoir pousser sur Alt permet de gagner quand même beaucoup de temps. Alors il y en a qui préfèrent quand même faire ça au pinceau, à la main, etc. Le but c'est que ce soit fait, donc vous faites comme vous voulez.
Et alors on passe à travers tout, donc on fait vraiment la silhouette globale. On viendra spécifier les différents éléments par après. Et donc on va apprendre à placer donc les différents ingrédients de l'éclairage sur les volumes et les formes qu'on a trouvés. Donc moi je préfère remplir des petits morceaux à la fois plutôt que de faire toute la silhouette et puis de louper ma sélection et de perdre du temps. Bon, la main ici elle est vraiment moche, faudra que je la refasse. Alors ici on voit que du gris 70% sur du blanc ça a déjà l'air assez foncé. Et donc pour se faciliter un petit peu la vie et avoir un meilleur feedback, eh bien on va remplir le background avec une couleur de gris moyen aussi. Ok, voilà pour la silhouette. Et donc j'appelle ça silhouette. Et comme je vous disais, le BG, on va faire un BG foncé. Donc le background, on va prendre un gris légèrement plus clair. Donc on voit toujours la silhouette. Mais maintenant, au lieu d'avoir une silhouette qui a l'air foncée, on a une silhouette qui a l'air neutre. Ce qui fait qu'on va pouvoir mieux balancer les foncés et les clairs. Alors, au-dessus de ça, je mets un calque avec lié en opacité avec Alt pour les ombres portées, les ombres de forme et les ombres portées. Et donc, avec un pinceau dur, je vais prendre la deuxième couleur, souvenez-vous les palettes, 50. Et là, on va faire le volume.
Avant de faire ça, je vais quand même reprendre mon gris 70. Je vais aller récupérer le line avec des contrôles clics et je vais rajouter ça dans la silhouette parce qu'il faut que le line soit inclus dans la silhouette. Et donc là, je reprends mon gris 50. Et donc on imagine qu'il y a 50% dans la lumière et 50% dans l'ombre. Et donc je fais un gros blocking de mon volume de base. Jusqu'à avoir plus ou moins 50% dans l'ombre et 50% dans la lumière. Et puis je vais travailler sur les volumes de manière plus locale. Et donc là, on peut vraiment faire le même système que pour les mangas avec des ombres bien marquées. Et donc là, chaque volume est analysé en fonction de l'angle de lumière. Pardon.
Alors je vais me concentrer sur le haut du personnage pour faire l'exercice. Donc pour le travail ici, je vais me concentrer sur la partie du visage pour vous montrer un peu l'étude des volumes. Donc je vais isoler... Oui. Oui, hein. Oui, hein. Pas de souci. Alors, une fois qu'on a fait les ombres portées et les ombres de forme, on va dupliquer le layer. Donc on va dupliquer le layer, toujours lié en opacité, et on va utiliser le smudge tool pour venir fondre les modelés. Alors encore une fois, on n'est pas obligé de le faire partout. Donc il y a des endroits où ça peut rester plus marqué. Voilà. Et donc la deuxième passe d'ombre, ce sera à l'intérieur de cette zone, de cette première zone d'ombre. Et donc là, on vient avec un deuxième layer d'ombre qu'on va appeler Core Shadows. Et là, on va aller prendre la troisième teinte de gris, donc c'est le gris 35. Et les Core Shadows, ça va raconter encore un petit peu plus d'histoire et de choses qui se passent ici à l'intérieur. Donc par exemple, on peut faire séparer les deux parties de la narine et du bout du nez. On peut venir faire apparaître une paupière, une masse de chair qui vient ici sous l'arcade, et une pommette saillante ici à l'intérieur. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser un raccourci pour le Smudge Tool. Donc je vais aller dans Edit, Keyboard Shortcut, dans les Tools ici, je vais aller assigner à la Smudge Tool une touche, V. Et maintenant, ça me permet de jongler entre... Bon, j'ai pas enregistré mes modifications, POC. Donc Smudge Tool, c'est V. Bon, ici, il veut pas. Bah, c'est pas sympa, voilà.
Et donc je peux smudger en même temps que je pose mes différentes valeurs de Core Shadow. Et donc les Core Shadow, toujours bien les faire à l'intérieur de la zone et surtout pas sur les bords. Vous pouvez aller proche du bord mais pas sur le bord en fait. Vous pouvez aussi, si vous préférez, sketcher le Core Shadow avec une série de traits et de la même manière venir smudger les traits que vous avez faits. Ah ben maintenant ça marche le raccourci. Donc vous voyez que les Core Shadow ici racontent encore plus d'histoire à l'intérieur de la zone d'ombre. Et on vient merger au fur et à mesure, cleaner au fur et à mesure ce qui doit être cleané.
Ok, je crois que vous avez compris le principe. Attention de ne pas systématiquement non plus remplir tout avec du Core Shadow. C'est bien pour raconter un petit peu plus d'histoire à l'intérieur de l'ombre, avec des ombres plus denses. Maintenant, ne bouchez pas complètement vos ombres avec des ombres plus foncées, sinon vous perdez les nuances et vous perdez l'intérêt en fait. D'accord. Donc si je retire ça, on voit que les Core Shadows sont quand même nettement plus petits que les, les shadows de base. Troisième type d'ombre, donc on a maintenant les occlusions. Et les occlusions, donc c'est les ombres les plus denses. Donc ici on va jusqu'à 20%, on va pas jusqu'à du noir complet, on va jusqu'à 20%. Et en fait on va les poser vraiment aux endroits où où la lumière ne passera jamais. Donc ici au niveau du creux de l'œil, du dessous du nez, le creux de l'oreille, le coin de la mâchoire, ici juste en dessous de la barbe. Ok, donc ça ce sont vraiment des petits points d'ombre très denses qui viennent encore marquer un petit peu plus détacher un peu les éléments les uns des autres. Donc ici on voit que c'est assez important dans le jeu des ombres et des lumières. Donc qu'est-ce qui reste à placer? La spéculaire. Souvenez-vous, la spéculaire, c'est à l'intérieur de la zone de lumière. Et c'est avec du gris 80%. Et donc là, je vais placer aussi mes zones avec du gris 80%. Je place mes zones de lumière et toujours bien faire ça entre l'endroit d'où vient la lumière et la caméra. Donc c'est un peu décalé, c'est légèrement décalé vers nous. Et ça aussi, ça va raconter un petit peu plus d'histoire. C'est un peu comme les corps shadow dans les ombres. Ici, on peut rajouter des effets au niveau de la spéculaire qui vont faire comprendre qu'il y a différents petits volumes qui viennent les uns sur les autres, etc. Donc par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien ici, je vais avoir la grande zone de spécularité du crâne. Eh bien, je peux venir effacer certaines zones pour qu'on sente des rides. D'accord? Ou des cicatrices ou des blessures. S'il a une peau de pêche, eh bien, on va lui faire des spéculaires avec des petits points. C'est plutôt une peau d'orange. Donc la nature de la spéculaire va jouer sur l'impression qu'on a de la matière. Et donc important de ne pas coller la spéculaire ni sur le bord lumineux ni sur le bord ombré, c'est bien à l'intérieur que ça se place.
Donc ça c'est pour la spéculaire. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il reste à placer les highlights. Où là on va prendre du blanc. Et on va marquer juste certains points qui doivent popper parce qu'ils sont plus humides, parce qu'ils sont plus légèrement en avant. Ok. Donc voilà un petit peu le principe. Et donc je vous demande pour la fois prochaine d'avoir étudié les ombres et les lumières de votre personnage en entier.